Salut tout le monde, alors bienvenue dans le podcast éducation mode d'emploi. On est toujours au festival Out of the Books, la première journée, et on va parler de la gestion des émotions, essayer de mieux comprendre cette thématique. Alors Marine, que j'ai le plaisir de recevoir, vient d'animer une conférence qui a cartonné. Je pense que le sujet passionne, en tout cas intrigue, et on a envie d'en savoir plus. Gestion des émotions, stress, phobie scolaire, c'est malheureusement ce qu'on entend de plus en plus dans les écoles. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marine Oussa. Bonjour Sophie. Salut Marine, tu vas bien? Ça va super, c'est trop chouette d'être au festival. Je prends plein d'infos dans tous les sens et c'est vraiment génial. Merci beaucoup en tout cas. Ah mais écoute, ça me fait plaisir. Tu vas venir nous parler d'émotions puisque toi tu es, corrige-moi que je ne me trompe pas, tu es psychologue, tu es orthopédagogue clinicienne, mais tu es aussi chercheuse à l'université où tu mènes à l'UC Louvain. Donc voilà, tu as plusieurs casquettes, mais toujours dans ce domaine gestion des émotions, troubles d'apprentissage. Et en fait, c'est des casquettes qui se complètent très bien parce que j'ai une partie d'enseignement auprès des étudiants, j'ai une partie de pratique clinique puisque j'ai des patients en consultation, des enfants principalement et des familles. Et puis aussi toute cette partie aussi de formation, comme on peut faire aujourd'hui des conférences, des formations sur le terrain, puisque j'ai aussi une ASBL avec Alexandra Volkert. C'est pour ça qu'on était là pour la conférence. Et ça nous permet en fait de diffuser largement. Et puis j'ai le volet aussi recherche, qui parfois, je me pose des questions sur le terrain, et puis je peux aller creuser via des mémoires ou via même parfois des imbrications au sein de certaines thèses ou de recherches que j'ai moi-même menées. Et donc c'est vraiment un triangle qui se met bien, ouais. Il y a des liens entre les trois, donc c'est vraiment super riche. Génial. Alors du coup, tu es là pour nous partager un peu ton expertise sur cette gestion des émotions. Alors on l'a vu tout à l'heure, ça suscite quand même beaucoup d'intérêt chez les enseignants de mieux comprendre comment gérer les émotions. C'est vrai que le terme de phobie scolaire, des blocages chez les élèves, la mauvaise gestion du stress, beaucoup de réactivité, parfois de la violence aussi quand même dans les écoles. Les profs doivent être outillés par rapport à ça, selon toi? Alors moi, je pense que c'est indispensable et que, en fait, un élève qui arrive en classe et qui est pas, entre guillemets, bien dans ses baskets ou qui a vécu des choses difficiles à la maison la veille ou qui vit des choses actuellement qui sont difficiles, c'est un enfant qui va pas bien rentrer dans les apprentissages, en fait. Parce qu'il est, au niveau cognitif, il est pris par plein de choses, au niveau émotionnel, au niveau stress, au niveau, tu parlais des phobies scolaires aussi. Et donc, un enfant qui arrive comme ça en classe, toi, tu as fait une conférence sur apprendre à apprendre. Et je pense que ça a tout son sens. Il faut être cognitivement disponible, en fait, pour apprendre et apprendre à apprendre. Et donc, un enfant qui arrive comme ça avec des difficultés de vécu émotionnel un petit peu compliquées, il va pas réussir à rentrer dans les apprentissages. Au niveau attentionnel, au niveau gestion des émotions, c'est compliqué. Et donc, un peu, malgré eux, les enseignants sont un peu quelque part obligés de pouvoir accompagner ces élèves. Un élève qui arrive en pleurs le matin à l'école ou qui est très renfermé, bien l'enseignant, en fait, ça va être la figure d'attachement pour certains enfants. Ils vont se raccrocher aussi à au contexte scolaire qui parfois les aide aussi à récupérer de tout ce qui se passe à la maison et qui peut être lourd. Donc ça, c'est pas dans les cas de phobie scolaire, évidemment, c'est plutôt quand il y a des difficultés à la maison. Mais donc, l'enseignant, en fait, il doit être outillé pour pouvoir recevoir l'émotion, pour pouvoir y répondre et pour pouvoir identifier l'émotion chez l'élève et proposer des choses. Tout à fait. Oui, et c'est pas évident parce que c'est des relations humaines, donc c'est. Oui, et puis ça fait initialement pas toujours partie de leur cursus. En fait, les enseignants sont pas vraiment formés pour accompagner tout ça. Alors ça change, ça bouge. Maintenant que la formation initiale des enseignants passe à 4 ans en Belgique, eh bien il y a des cours qui s'insèrent dans ce cursus et qui vont permettre de travailler tout ce qui est gestion des émotions, gestion du conflit de classe, etc. Ça rentre dans leur cursus, mais c'est tout nouveau, quoi. Ça veut dire que c'est ceux qui sont en train de se former maintenant qui ont ces cours-là. Et puis ceux qui sont déjà sur le terrain en tant qu'enseignants, c'est plus en formation continue ou alors parce qu'ils s'intéressent à ça et qu'ils vont écouter des podcasts ou aller à des conférences. Donc c'est plutôt sur motivation personnelle, quoi. Ouais. Allez, ça c'est une bonne nouvelle déjà, en tout cas. Des rituels qui doivent être mis en place parce que quand je t'entends, c'est-à-dire ils doivent pouvoir entendre cette difficulté, mais on fait pas de l'individuel, c'est-à-dire qu'un enseignant il est face à son groupe classe, il peut voir que l'un ou l'autre n'est peut-être pas au top ou qu'il y a des petites choses qui ne vont pas, mais il n'a pas toujours la possibilité d'aller vraiment travailler individuellement avec l'enfant. Il y a des choses que tu préconises par rapport au groupe classe de manière plus globale pour peut-être anticiper certaines difficultés? Alors, il y a deux choses dans ta question. Il y a le côté prévention, donc anticipation, prévention. Donc, c'est sûr qu'il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place
pour toute la classe, sans pour autant se dire je vise un élève en particulier. Non, je l'organise pour toute la classe. Alors chez les tout petits, ça peut être le petit thermomètre des émotions. Quand on rentre en classe, on va aller mettre sa photo ou sa pince à linge avec son prénom sur l'émotion qu'on ressent, l'émotion du jour, la météo du jour. On fait souvent ça dans les classes, qu'on retrouve parfois un peu moins dans les... Plus l'enfant grandit et moins on le retrouve dans les classes. Pourtant, ça a toute sa place. On parlait tout à l'heure de Vice Versa 2, le dessin animé, où en fait la petite fille de Vice Versa 1 devient une ado. Et donc, il y a d'autres émotions qui sont abordées dans le dessin animé. Et en fait, ça montre bien que quand on est ado, on ressent encore aussi des émotions et que c'est parfois difficile, on doit les déposer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ce matin, il y avait Isabelle Smet, je pense, qui parlait pour cerveau, corps et cœur, et qui a très justement expliqué que, en fait, rien que le fait de déposer l'émotion que je ressens, 50% de la charge émotionnelle, elle est déjà enlevée. Donc, c'est cette idée du thermomètre, en fait. Si je dépose ma pince à linge ou ma photo sur le thermomètre, j'ai déposé mon émotion. S'il y a quelqu'un en plus de ça derrière qui vient la verbaliser en disant « Ah, je vois bien aujourd'hui, Thomas, que toi, tu as mis ta pince à linge sur la tristesse. Est-ce que tu veux en parler peut-être plus tard ?» Parfois, l'enfant, il va dire non. Mais il a déjà déposé ça sur son thermomètre et c'est déjà suffisant. Ça fait déjà redescendre l'intensité de l'émotion. On m'a compris, on m'a cru, on m'a écouté, on a reconnu mon émotion. Donc vraiment, le fait de reconnaître l'émotion de l'élève. Et ça, on peut le faire en maternelle, en primaire, en secondaire. En secondaire, ça te semble... j'imagine qu'il faudra changer la forme. On parlera plus de pince à linge ou de la petite photo, mais tu l'as déjà vu, expérimenté? Parce que je sais que parfois, il y a des enseignants en secondaire qui ont peur, en fait, aussi peur de ce qui va pouvoir être dit, de ce qui va être déposé, en se disant, mince, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que parfois, les problèmes sont assez lourds. Je l'ai pas personnellement vu parce que moi, je travaille tout simplement pas sur le terrain dans les écoles secondaires. Moi, je suis vraiment maternelle et primaire en général. C'est là que je me déplace. Mais j'ai déjà eu des échos d'enseignants qui le faisaient. Donc, je l'ai jamais vu moi-même. Mais des retours positifs d'enseignants qui me disent « je l'ai mis en place ». Alors, ce qui est compliqué en humanité, c'est qu'ils ont plein d'enseignants différents. Ils passent de classe en classe. Et donc, on n'a pas toujours le temps. Souvent, c'est le titulaire qui a plus d'heures de cours et qui peut le mettre en place. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué auprès des grands élèves, mais c'est tout à fait faisable et ça a sa place, vraiment. Parce qu'un élève qui peut déposer son émotion, il va mieux rentrer dans les apprentissages après. Donc le fait parfois de se dire, je perds les 5 premières minutes de mon cours, mais en fait, c'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné pour les apprentissages. Non, tout à fait. Non, clairement, ça, j'ai pas de doute. C'est vrai que c'est parfois dans la manière de faire. Comme tu dis, en maternelle, primaire, c'est vrai qu'il y a des petits rituels comme ça qui s'installent. Et la question du rituel de manière plus large même est plus compliquée à mettre en place en secondaire, comme tu disais, par ce changement d'enseignant, par le temps qui est beaucoup plus court en classe aussi. Donc voilà. Par rapport aux parents, parce que tu sais que le podcast Éducation mode d'emploi, c'est à la fois pour les professionnels de l'éducation, mais c'est aussi pour les parents. Et c'est vrai que moi, je suis maman ici maintenant depuis 2 ans d'une petite fille. Alors elle est adorable. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que quand on va au magasin, etc., je vois parfois des parents démunis avec des enfants qui soudainement vont faire une colère et où je sens que c'est extrêmement difficile à vivre, de se dire oh mon Dieu. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose, je me dis je sais pas comment je réagirais, de me dire voilà, on est dans ce magasin, tout le monde me regarde parce qu'évidemment c'est la panique. L'enfant est par terre en train de hurler, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, comment aider les parents? Je me disais, j'ai de la chance pour l'instant, je me disais, tout se passe bien. Mais je dis, ça va pas être évident. J'osais pas dire, mais un jour, ça t'arrivera peut-être. Oui, mais bien sûr. Et je me dis, justement, je regarde ça plutôt en me disant, je comprends qu'ils se sentent démunis et je me dis, ça doit être difficile à vivre. Comment appréhender ça? Comment comprendre et comment faire en sorte que l'enfant puisse quand même traverser ce moment-là? Alors, il y a plusieurs choses là-dedans, mais la première, c'est, j'aime bien préciser aussi, c'est que en tant que parent, quand on assiste à une scène comme ça, mais que c'est pas notre enfant, en fait, on se dit ah le pauvre, mais on se dit aussi ça m'est déjà arrivé et je compatis. Donc il y a souvent beaucoup de compassion et on l'aperçoit pas toujours parce qu'on est focalisé sur son enfant, mais il y a souvent, on croit qu'il y a le regard jugeant, mais il y a aussi le regard de je compatis parce que la semaine passée c'était moi qui étais dans votre situation. Donc ça c'est la première chose. Et c'est vrai que souvent les parents viennent avec cette demande de dire mon enfant fait des crises. Évidemment c'est souvent dans un lieu public, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est souvent comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Comment est-ce que qu'est-ce que je peux mettre en place pour anticiper peut-être, pour mieux comprendre, pour mieux décoder la crise? Alors, la première chose qui est importante à savoir, c'est que quand l'enfant il est en crise, il n'est pas disponible. Donc, en fait, c'est pas à ce moment-là que je vais aller sortir ma roue des émotions, mes stratégies de résolution de problèmes, de tiens, qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre au lieu de te rouler par terre parce que je t'ai dit non, en fait.
parce que le non, il est important aussi, et on doit l'utiliser, on doit mettre un cadre dans la bienveillance. Et donc, la première chose à se dire, c'est ça ne sert à rien que j'aille discuter ou polémiquer avec mon enfant à ce moment-là, parce qu'il n'est pas réceptif. Ça rentre, ça sort, si ça rentre. Mais voilà, il a pas l'énergie cognitive, on va dire, pour être disponible à recevoir ces stratégies ou ces pistes, en fait. Donc, en fait, c'est pas à ce moment-là qu'on doit le faire. Soit on le fait une fois que la crise est passée, on est rentré à la maison, c'est redescendu. Si on prend l'image d'un volcan, on est redescendu tout en bas du volcan. Et donc, à ce moment-là, on peut dire, tiens, tu sais, Alix, tu as fait une crise au supermarché tout à l'heure. Est-ce que la prochaine fois, on pourrait mettre des choses en place pour que ça n'arrive plus? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider dans ces cas-là? Je sens bien que c'est difficile pour toi quand je te dis non parce que tu as des envies et on peut pas tout acheter. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile? Donc ça, c'est après la crise. Et après, à côté de ça, en parallèle, ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer l'enfant à des situations critiques comme ça. Je sais que mon enfant, quand il va faire les courses avec moi, c'est difficile parce qu'il y a des tentations, il y a plein de choses qu'il a envie de pouvoir prendre et on ne prendra pas tout, c'est sûr. Et donc, en amont, en fait, au préalable, et donc ça, c'est ce que toi, tu pourrais faire avec ta fille, par exemple, c'est de se dire, je fais de la prévention. J'agis avant que la crise n'apparaisse et je vais l'outiller par rapport à ça. Donc, de dire, tiens, quand on ira faire des courses, est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider si je te donne des petites missions dans le magasin? Ah oui, moi je veux bien des petites missions. Ou alors est-ce que tu veux, c'est toi qui pousse le caddie? Ou c'est toi qui fais telle ou telle chose? Le rendre actif par rapport à la tâche de faire des courses. Déjà, ça va peut-être un peu calmer la situation. Et en fait, on se rend compte que quand le parent connaît les situations qui induisent une émotion forte ou une frustration chez leurs enfants, ils peuvent le préparer. Et souvent, ça se passe bien, / mieux que la crise qu'on a pu avoir la fois d'avant. Donc, en résumé, soit on agit après et on en discute une fois que c'est vraiment bien redescendu. Et chez certains enfants, ça prend 10 minutes. Chez d'autres, il faut attendre plusieurs jours avant que ça redescende vraiment complètement. Si je le fais trop tôt, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver la crise. Et la deuxième façon d'agir, c'est de prévenir ce genre de situation-là en amont, en préparant, en discutant, en mettant des choses en place, mais des choses concrètes d'action. Et parce que tu disais donc la connaissance, de dire oui, je sais que c'est déjà arrivé plusieurs fois quand on va faire les courses, etc. Dans des situations où, je prends un exemple, je sais pas, moi, à un moment par exemple, ma petite fille est je sens qu'il y a une émotion, c'est quand il faut il y a de la contrainte, c'est-à-dire qu'elle était en train de jouer, et puis moi je dis maintenant on va aller s'habiller, et donc je vais l'amener sur la table à langer, on doit s'habiller, et c'était pas ça qu'elle voulait. Et là, elle peut devenir difficile. Et je sens que c'est compliqué, mais je sais pas toujours l'appréhender, c'est-à-dire je sais pas toujours l'anticiper. Il y a des situations, parfois je me dis tiens, pourquoi est-ce que là elle fait une crise? Alors je me dis oui, je crois que je l'ai frustrée un peu, je crois que c'est ça qui a amené le truc, mais quand tu comprends pas bien l'origine, le parent doit faire quoi sur le moment même? Alors je dirais alors je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas disponible à écouter, etc. Mais on va quand même verbaliser avec des mots simples, surtout si ta fille a 2 ans, on va pas commencer à développer des théories. Mais c'est des mots simples, c'est maintenant le moment de jeu est terminé, donc je te prends, je te mets sur table à langer, je te change, et peut-être que plus tard on pourra prendre un temps de jeu, mais pour le moment c'est fini. Mais ce qui fonctionne bien aussi, évidemment, c'est de prévenir, de dire, alors dans quelques minutes, c'est très abstrait, surtout pour les petits, mais dans quelques minutes, on va arrêter le jeu et on va passer à autre chose, on va passer à table, on va aller dormir, etc. Il y a plein de supports visuels qui existent pour les enfants pour que ce côté 5 minutes qui est très abstrait devienne plus concret. Évidemment, tu t'en connais sûrement plein. Donc ça peut aider aussi très fort, donc les horloges ou les time timers, des choses comme ça, de prévenir l'enfant. Il y a même des applications qui existent où c'est une petite souris qui mange des morceaux de pommes et en fait, on laisse le téléphone à côté de l'enfant et il voit vraiment combien de morceaux de pommes la souris doit encore manger. Et quand on arrive à la dernière ligne des morceaux de pommes, il faudrait que je retrouve le nom, je l'ai plus en tête comme ça, mouse... J'imagine quelque chose comme mouse timer ou un truc comme ça, mais il faudrait que je vérifie. Désolée pour les auditeurs, du coup. J'ai plus le nom en tête, mais c'est des choses qui sont très, très visuelles et qui, du coup, permettent à l'enfant de se dire, OK, je sais que dans 2 minutes, je dois arrêter de jouer et aller mettre mes chaussures. Ça va pas régler 100% des crises, on est bien d'accord, mais ça les aide, en fait, ça les accompagne. Comme ça. Oui, c'est ça. Alors, tu vois, par exemple, tu dis que certains moments, ta fille fait des crises et d'autres pas et tu as du mal à anticiper. En fait, c'est multifactoriel, une crise. C'est... il y a la frustration, il y a est-ce que je suis fatiguée, est-ce que en fait j'ai eu le temps d'attention que je voulais avoir ou que je l'ai pas encore eu. C'est multifactoriel, donc on sait pas tout contrôler, c'est pas possible. Mais par contre, on peut les accompagner pour qu'ils, je donne cette image-là souvent, mais pour qu'ils montent moins haut sur le volcan, tu vois. Donc la colère, en fait, on a le droit de la sentir. Tu pourrais lui dire, tu as le droit d'être frustré, je comprends que tu sois en colère. Donc verbaliser son émotion, ça c'est bien.
mais on va quand même arrêter le jeu et on va quand même le faire parce que ça fait partie du cadre aussi. Le parent qui dit bon, ok, d'accord, tu peux encore jouer, ben alors il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite et ça ne les aide pas non plus à long terme. Donc, c'est important de maintenir ce cadre, mais en accompagnant et en verbalisant. Moi, je suis une grande fan de Florence Foresti. J'aime beaucoup son sketch où elle parodie un petit peu, elle se moque un peu du parent, le parent énervé, le parent stressé ou la maman calme qui arrive, qui pose les choses, qui échange, qui discute pour temporiser la crise, parce que on parlait de ces crises dans un lieu public, etc. De se dire, tiens, comment je gère l'émotion à ce moment-là. C'est pas évident. Alors c'est vrai, il faut être une maman calme. Le calme de l'adulte, c'est ce que tu vas préconiser aussi ou alors oui ou non. Et non, parce que ça pourrait se raccrocher à la grande vague que tout le monde connaît d'éducation positive, hein, où on doit être disponible pour recevoir les émotions de son enfant et donc forcément on doit être calme pour recevoir les émotions de son enfant. Moi je m'inscris pas tout à fait là-dedans, même si j'aime beaucoup cette approche évidemment, mais voilà, je m'en inspire, mais sans pour autant coller exactement à tous les grands principes de cette éducation positive, parce que, en fait, le parent, il a aussi des émotions. Il y a aussi des moments où il pète un plomb. Moi, la première, le nombre de fois où je dis à mes enfants, je vais aller respirer un petit peu dehors et je reviens dans 5 minutes. Alors, je le dis pas si gentiment que ça. Non, c'est pas toujours le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que, par rapport aux parents calmes, il faut pouvoir aussi se dire, j'ai moi-même en tant que parent des émotions. Et on en parlait aussi tout à l'heure dans la conférence. C'était plus par rapport aux enseignants, pas aux parents, mais c'est la même chose. On doit pouvoir montrer aussi aux enfants que nous, en tant qu'adultes, on ressent des émotions. Et donc, verbaliser, c'est aussi de dire, la maman, elle est un petit peu énervée parce que tu l'as poussée à bout. Et donc, maintenant, c'est stop. Donc, ce parent calme, oui, en théorie, c'est super de s'en inspirer. Mais chapeau bas à celui qui arrive à le faire au quotidien avec ses enfants tout au long de l'année, parce que pour moi, c'est inatteignable. Mais voilà, c'est mon avis plus personnel. Moi, je suis vraiment plus pour l'approche de se dire, les adultes ont des émotions, les adultes font aussi des erreurs. Moi, parfois, je m'excuse auprès de mes enfants de dire, bah oui, je me suis un peu énervée, je m'excuse, mais à ce moment-là, j'étais très fâchée et je suis sortie de... C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc tout à l'heure, on parlait du thermomètre des émotions dans la classe. C'est important que l'enseignant mette aussi sa pince à linge sur le thermomètre. Eh bien, moi, les copains, aujourd'hui, je suis un petit peu triste parce que ce matin, je pense que j'ai perdu mon chat. Il n'est pas rentré à la maison depuis 3 jours et donc je pense que je ne le retrouverai pas. Et donc aujourd'hui, je suis triste. Et donc on vient déposer. Les enfants, ils peuvent se dire « Waouh, en fait, les adultes aussi ils ressentent des émotions. » Et ils vont aussi se dire, dans un second temps, ben, on va peut-être adapter un petit peu notre comportement parce qu'aujourd'hui, madame, elle est triste. Donc on va peut-être faire un peu plus attention à elle ou être plus attentif. Ou voilà. C'est tout à fait. Prise de perspective, se mettre à la place de l'autre. Alors évidemment, on n'espère pas que l'enseignante met sa pince à linge sur la tristesse tous les matins de l'année scolaire, parce que là, on est dans autre chose, mais c'est important que l'institutrice mette sa pince à linge. Et on fait des animations avec les parents, où on fabrique avec eux des thermomètres des émotions pour la maison, et ils repartent avec leur pince à linge, avec leurs photos collées dessus aussi. Parce que eux aussi ressentent des émotions, et eux aussi peuvent le montrer à leurs enfants. Il y en a même qui partent avec une pince à linge pour le chien. Donc, voilà. Tous les membres de la famille. Dernière petite question, déposer une émotion ou mentionner une émotion, ça se fait à partir de quel âge? Ils ont la parole, ils peuvent déjà mentionner une émotion. Parce que j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'impressionne de me dire aujourd'hui, ma fille, elle utilise des mots comme triste, content, c'est chouette. Où je me dis, voilà, après c'est du mimétisme parce que c'est des expressions qu'elle entend aussi. Et donc voilà, mais elle les place à bon escient, je trouve. Et donc, je me dis, il y a une conscience de ça très tôt. Tu peux commencer très tôt. En fait, le traitement des émotions, ça se fait dès les premiers mois de la vie, chez les tout petits. Évidemment, ça progresse et on améliore, évidemment, ça c'est sûr, au cours du développement. Mais en fait, tu retrouves beaucoup déjà dans les milieux de crèche, les milieux d'accueil, tu retrouves... Alors c'est simplifié, évidemment, on va pas sortir un thermomètre des émotions tel que celui qu'on aurait en secondaire, mais on retrouve la colère, la tristesse, la peur et la joie, qui sont les 4 émotions de base. Peut-être que pour certains enfants, c'est trop, et donc on va mettre la joie et la tristesse, par exemple. On va en mettre 2. Mais on retrouve ça chez les tout petits. Et donc, c'est vraiment, en fait, si ta fille, elle a déjà ces termes-là qu'elle connaît, si elle s'est déjà montrée dans un livre, je sais pas, sur une image, dans un dessin animé, c'est super chouette, c'est super riche, en fait, et ça va lui servir pour plus tard. Elle va augmenter ses connaissances en termes de nombre d'émotions. Et puis, elle va augmenter aussi ses connaissances en termes de compréhension d'une émotion. Tu vois, parce qu'il y a
elle est capable d'identifier, mais peut-être qu'elle comprend pas encore très bien pourquoi on est triste et ce qu'on fait quand on est triste ou ce qu'on fait pour ne plus être triste. Donc là, c'est plutôt en termes de compréhension de l'émotion. Elle va gonfler ses connaissances, mais en fait, dès le plus jeune âge, les enfants, même avant de parler, ils peuvent aller pointer sur des pictogrammes dans la crèche. Puis les enfants qui sont non-verbaux, en fait. Oui, tout à fait. On peut signer aussi les émotions. Donc, avant que le langage soit bien mis en place, on peut parler des émotions. Je dirais même, on doit parler des émotions. Ok. Un tout grand merci, Marine. C'était top. On pourrait encore en parler pendant des heures. Je crois qu'il y aurait des milliers de choses à dire. Mille merci en tout cas pour toutes ces infos. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain podcast. À bientôt. À bientôt.